En 1958, le général de Gaulle reçoit une montre, pas n'importe laquelle. La première montre électrique d'Europe, fabriquée à Besançon, par des mains françaises. Il écrit alors une phrase restée dans l'histoire à Monsieur Fred Lipp, grâce à qui je mesure les heures qui me sont comptées. 15 ans plus tard, la même usine, les mêmes murs, les mêmes ouvriers. Mais cette fois, personne ne reçoit de lettre du président. Cette fois, on leur annonce que tout s'arrête, que 480 d'entre eux sont licenciés, que l'usine ferme, que c'est terminé. Ils auraient pu plier bagages, rentrer chez eux, accepter. Ils n'ont pas accepté. Ils ont pris les montres, ils ont relancé les machines, ils se sont payés eux-mêmes et ils ont tenu pendant des mois, face à l'État, face aux banques, face au CRS. 100 000 personnes ont défilé pour eux dans les rues de Besançon, 100 000, dans une ville de 200 000 habitants. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une usine qui tombe, c'est l'histoire d'une France qui croyait encore qu'on pouvait tout construire avec du savoir-faire, de l'obstination et un peu de génie. C'est l'histoire de Lipp, et elle commence en 1867. Chapitre 1, l'homme qui a planté l'arbre, il ne venait pas de nulle part. Emmanuel Lippmann, né en 1844 à Neuf-Brissac, dans le Haut-Rhin, Alsace, frontière, pays de passages et de métiers transmis de père en fils. Son père est colporteur, un vendeur ambulant de pièces détachées pour l'horlogerie. Pas riche, pas célèbre, mais précis, méticuleux. Et Emmanuel, enfant, regarde, il apprend. Il touche les ressorts, les roues, les platines. Avant même de savoir ce qu'il veut faire de sa vie, il sait déjà comment une montre respire. Dans les années 1860, il a 20 ans. Et il part. Pas par aventure, par nécessité. Besançon, à 200 km au sud-ouest, est devenue la capitale française de l'horlogerie. L'histoire remonte à 1793 à Cassel, quand un groupe d'horlogers suisses, chassés de Genève par des persécutions politiques, traversent la frontière et s'installent dans cette ville de garnison au bord du Doubs. Ils apportent avec eux leur savoir-faire, leurs outils, leur culture du geste juste. En quelques décennies, Besançon concurrence directement le Jura suisse. C'est là qu'il faut être, si on a du métier dans les mains. Emmanuel Lippmann s'y installe, il observe, il travaille, et en 1867, il ouvre son propre atelier aux 70 Grandes Rues, en plein cœur de la ville. Ce n'est pas encore une usine, c'est un atelier d'établissage. On n'y fabrique pas les pièces, on les assemble, les rouages viennent d'un fournisseur, les boîtiers d'un autre. Le talent, c'est de les marier avec précision, de livrer une montre qui tient ses promesses. 15 ouvriers, des établis en bois, la lumière du jour pour seule source. En 1870, l'atelier produit 970 montres, chaque pièce vérifiée à la main. Les années passent, les fils arrivent. Ernest prend en charge la technique, Camille développe les ventes, Jenny gère les comptes. La maison Lippmann devient une affaire de famille, dans le sens le plus noble du terme. En 1893, l'atelier change de forme juridique. La société anonyme Lippmann Frères voit le jour. Ce n'est pas qu'un changement de papier, c'est une déclaration, nous durons, nous grandissons, nous cherchons des capitaux extérieurs. À cette date, l'atelier produit déjà 250 mouvements par jour, 30 médailles d'or gagnées dans les concours de métrologie. La réputation n'est plus locale, elle commence à rayonner. 3 ans plus tard, en 1896, un nom apparaît pour la première fois sur un cadran. LIP, abréviation de Lippmann. 3 lettres, courtes, nettes, faciles à graver sur un petit cercle de métal. Un nom de marque, pas encore une légende, mais la grainette plantée. Emmanuel Lippmann meurt en 1903. Il a consacré 36 ans à construire quelque chose de solide dans une ville qu'il avait choisie, dans un métier qu'il avait hérité. Il ne verra jamais la montre électrique, ni les 100 000 manifestants dans les rues. Mais sans lui, sans cet atelier du 70 Grandes Rues, rien de ce qui suit n'aurait été possible. Les arbres qu'on plante ne sont jamais pour soi. Chapitre 2, le fils qui appelait les géants. Ernest Lippmann hérite d'un atelier. Il laissera derrière lui quelque chose de bien plus inattendu. Quand son père meurt, en 1903, Ernest prend la direction sans bruit. Ce n'est pas un commercial, pas un homme de grand discours. C'est un technicien, le genre d'homme qui regarde un problème comme un horloger regarde un mouvement grippé, trouver ce qui bloque, corriger, remettre en marche. Ce tempérament va le conduire à prendre des décisions que personne dans l'horlogerie française n'avait jamais osé prendre. La première commence par une question simple. Comment lire une montre dans le noir? En 1904, Ernest contacte Pierre et Marie Curie. Le couple vient de recevoir le prix Nobel de physique récompensé pour la découverte du radium en 1898. Les scientifiques les plus célèbres de France. Et Ernest ne vient pas avec des compliments. Il arrive avec un problème technique concret. Ensemble, ils mettent au point le premier cadran phosphorescent du monde. Un composé de sulfure de zinc mélangé à du radium, une matière qui absorbe la lumière et la restitue dans l'obscurité.
LIP devient le premier fabricant mondial à transformer une découverte de laboratoire en produit commercial. Personne ne s'interroge sur la dangerosité. En 1904, personne ne sait encore qu'il faudrait le faire. Pierre Curie meurt en 1906, renversé par un fiacre sur un pavé parisien. Sa collaboration avec LIP est l'une de ses dernières applications concrètes. Des décennies plus tard, on comprendra ce que l'exposition prolongée au radium fait réellement à un corps. Mais cette histoire appartient à un autre chapitre, plus sombre, de la mémoire industrielle. Pour l'instant, LIP possède ce qu'aucun concurrent n'a, une montre qui brille dans la nuit. En 1908, le nom LIP est officiellement déposé comme marque commerciale. Chaque cadran porte désormais les 3 lettres. En 1910, LIP lance la première campagne publicitaire de presse de l'horlogerie française, journaux, affiches, réseau de distribution structuré. Pendant que les autres fabricants attendent passivement leurs bijoutiers, LIP va chercher le client directement. À l'époque, c'est une rupture franche. L'atelier de la rue des Chalets s'agrandit pour la première fois en 1911. Il s'agrandira 16 fois encore, de 1000 mètres carrés à 10 000, de 1914 à 1918, la guerre impose sa loi. LIP abandonne les montres pour fabriquer obus, détonateurs et un chronomètre d'artillerie. 200 ouvriers au service du ministère de la Guerre. L'atelier survit, le savoir-faire aussi. En 1922, un jeune homme rate son baccalauréat. Frédéric Samuel Lippmann, petit-fils d'Emmanuel, fils d'Ernest. Son père l'envoie apprendre l'horlogerie à Besançon, sans discussion. Puis le service militaire. Puis, en 1928, l'Amérique. Fred visite des manufactures horlogères et entre presque par hasard dans les usines de Harley-Davidson à Milwaukee et d'Indian Motorcycle à Springfield. Ce qu'il voit le saisit. Pas les machines, le système, Taylor, Ford, chaque geste chronométré, chaque opération séquencée, chaque perte traquée et éliminée. Le contraire exact de tout ce que Besançon a toujours fait. Fred est aussi pilote de moto. En 1929, il bat le record du monde de vitesse sur 5 et 10 km. Un homme qui lit une ligne de production et pousse une machine à ses limites. Il rentre en 1931, il a 26 ans et il a tout vu. Chapitre 3. L'homme qui réinvente la machine Fred LIP n'arrive pas dans l'atelier les mains dans les poches. Il arrive avec un système. Dès 1931, il applique ce qu'il a vu en Amérique. Pas de discours, pas de réunion. Il réorganise la production autour d'une chaîne d'assemblage semi-automatique. La première dans l'horlogerie française. Les grandes manufactures suisses mettront des années à faire pareil. Besançon, ville de gestes lents et de métiers transmis à voix basse, découvre soudain le rythme de la cadence industrielle. Mais Fred ne s'arrête pas là. Il crée le service de métrologie, un département de mesure interne, le premier du genre dans une usine française. Avant qu'une pièce entre en production, elle est à vérifier, mesurer, contrôler à un dixième de millième de millimètre. Ce niveau de précision dépasse largement les standards de l'industrie française de l'époque. Ce n'est pas de la rigueur pour la forme, c'est une philosophie. La qualité ne se contrôle pas à la sortie, elle se construit à l'entrée. Et pour tenir ce niveau, Fred comprend une chose que peu d'industriels acceptent. On ne peut pas acheter les outils de sa propre excellence, il faut les fabriquer. Son équipe d'ingénieurs conçoit et construit les machines de production en interne, des équipements sur mesure, calibrés pour les exigences spécifiques de LIP. Un concurrent peut copier un produit, il ne peut pas copier une machine qu'il n'a jamais vue, puis vient 1940. Besançon tombe en zone occupée, l'armée allemande entre dans la ville. La Wehrmacht exige une partie de la production de l'usine. Fred se retrouve à marcher sur un fil, produire juste assez pour ne pas être fermé de force, sans devenir un fournisseur actif de l'occupant. Il y a une raison supplémentaire à cette prudence. Fred Lippmann est juif. Sous le régime de Vichy, les lois antisémites menacent directement sa liberté, ses biens, sa vie. Il change son nom, devient officiellement Fred LIP. 3 lettres qui effacent une origine sur les papiers officiels. Ce détail, rarement mentionné, dit tout sur l'époque dans laquelle il survit. Pendant ces années, il maintient l'usine en activité pour une raison précise, garder ses ouvriers à Besançon. Le STO, service du travail obligatoire, envoie des centaines de milliers de Français travailler de force en Allemagne. Tant que l'atelier tourne, les hommes restent. Il participe aussi, discrètement, au réseau de résistance byzantin, sans bruit, sans gloire, revendiqué. À la Libération en 1944, LIP n'est ni saisi ni poursuivi. Fred ressort intact, reconnu comme un industriel patriote, pas comme un collaborateur. Dans la France de l'épuration, c'est loin d'être acquis. Il redémarre immédiatement. Le calibre R 25 sort des ateliers, premier mouvement de montre-bracelet entièrement conçu et fabriqué par LIP. 25 mm de diamètre. Système anti-choc, un K-bloc suisse et anti-choc 51 français. Précision mesurée au dixième de millième. Ce mouvement n'est pas un produit. C'est une déclaration technique, la base sur laquelle tout ce qui suit sera construit.
Avant même la guerre, en 1935, LIP avait équipé l'avion Croix du Sud du pilote Jean Mermoz pour sa traversée de l'Atlantique Sud. En 1948, le gouvernement français offre une LIP T 18 à Winston Churchill comme cadeau diplomatique. Une montre byzantine sur le poignet de Churchill. Fred LIP a 39 ans, le meilleur reste à venir. Chapitre 4, l'âge d'or. La France sort de la guerre avec fin de confort, fin de modernité, fin d'oublier. Les 30 glorieuses s'installent. 30 ans de croissance à 5% par an, une classe moyenne qui s'élargit, une consommation qui explose. Les Français achètent des réfrigérateurs, des voitures, des machines à laver et des montres. LIP est prêt. Les chiffres parlent seuls. 80 000 montres en 1946, 170 000 en 1950, 270 000 en 1957, 470 000 en 1959. Ce n'est plus un atelier qui grossit, c'est une industrie qui s'emballe. Et LIP ne fabrique pas que des montres. Les ateliers produisent aussi 136 000 micromoteurs électriques et 72 000 programmateurs pour machines à laver. Fred a compris que le savoir-faire de précision se vend partout, y compris dans l'industrie nucléaire naissante. Mais Fred LIP pense déjà à autre chose. Dès 1946, un projet commence en secret, classifié secret défense. Ces ingénieurs travaillent sur une idée radicale, une montre qui fonctionne à la pile. Pas de remontage, pas de ressort. Un oscillateur électromécanique alimenté par une batterie à très faible consommation, brevet déposé en 1949. Le 19 mars 1952, LIP présente un prototype à l'Académie des sciences de Paris. Les membres l'appellent un chef-d'œuvre de chronométrie. Mais Fred refuse de commercialiser quelque chose qui n'est pas parfait. Il faudra 6 ans de plus. En décembre 1958, la R27 électronique sort. Première montre électrique d'Europe, deuxième au monde. Hamilton aux États-Unis l'avait précédé d'1 an, en 1957. Le mouvement repose sur un balancier mis en vibration par une impulsion électrique régulière, alimentée par une pile bouton. Aucune intervention mécanique manuelle, une précision supérieure aux meilleures montres à remontoir. Le même mois, Fred LIP remet personnellement une R27 en or 18 carats au général de Gaulle, tout juste élu président. De Gaulle lui retourne une photo dédicacée avec ces mots « À Monsieur Fred LIP, grâce à qui je mesure les heures qui me sont comptées ». Une phrase qui restera. Une R27 similaire part ensuite pour le général Eisenhower. Dans ses mémoires, Fred raconte que 2 R27 se relayaient sur la table de nuit de Gaulle, échangées chaque semaine, réglées au laboratoire LIP avant chaque livraison. En 1962, le ministre de l'Industrie inaugure l'usine de Palante. 9 hectares en périphérie de Besançon. 24 000 mètres carrés, une passerelle piétonne de 128 mètres relie les bâtiments. Capacité annoncée, 1 million de montres par an, réalité atteinte, 500 000, ce qui reste un sommet national, 1200 ouvriers en horlogerie, 400 dans la division industrielle, 2 autres usines à Issoudun et Grenoble, 3 filiales. LIP distribue la Blancpain 50 Fathoms. Co-signe la Breitling Navitimer Cosmonaut, l'une des premières montres portées dans l'espace. En 1967, pour le centenaire de la maison, sort la Nautic Ski, première montre de plongée française résistante à 200 mètres. En 1968, elle est chronométreuse officielle des Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble aux côtés d'Omega. Fred LIP passe dans les journaux, il écrit, il donne des conférences. On le cite comme modèle du patron visionnaire à la française. Personne ne voit encore ce qui arrive. Chapitre 5, la fissure. Tout commence par une signature. En 1967, Fred LIP a 62 ans. L'usine de Palante tourne, les commandes arrivent, mais construire une industrie de cette taille coûte cher. Les machines, la recherche, les salaires, l'expansion. Fred cherche des capitaux. Il trouve un partenaire, Ebosch SA, filiale du groupe suisse ASUAG. L'Allgemeine Gesellschaft der Schweizerischen Uhrenindustrie, qui deviendra plus tard le Swatch Group. Il cède 33% des parts. À ses yeux, c'est une alliance stratégique. Un apport de capital, pas une prise de contrôle. Il a construit cette maison pendant 36 ans. Il n'imagine pas qu'on puisse la lui prendre par les chiffres. Il a tort. En 1970, Ebosch SA monte à 43%. Un point de bascule silencieux. La famille Lippmann n'est plus l'actionnaire majoritaire. Le conseil d'administration change de centre de gravité. Les décisions ne se prennent plus à Besançon. Elles se prennent ailleurs, par des gens qui n'ont jamais touché un calibre de leurs mains. En 1971, le conseil pousse Fred LIP vers la sortie. Il est remplacé par Jacques Saint-Esprit, directeur financier de formation, sans racines dans l'horlogerie, sans attachement à la marque. Ce jour-là, une continuité de 104 ans s'interrompt.
Depuis Emmanuel Lippmann, en 1867, la maison avait toujours été dirigée par quelqu'un qui portait le métier dans le sang. Ce temps est révolu. Pendant ce temps, le monde change de technologie. Le 25 décembre 1969, Seiko sort au Japon la première montre à quartz commerciale du monde, la Seiko Astron 35 SQ. Le principe est simple à comprendre. Un cristal de quartz soumis à un courant électrique vibre à une fréquence extrêmement stable, 32 768 fois par seconde. Cette vibration régulière sert de base de temps. Résultat, une précision 100 fois supérieure à la meilleure montre mécanique. Aucun remontage. Un prix qui baissera vite, Lipp n'est pas aveugle. Depuis la R27 en 1958, les ingénieurs bisontins ont accumulé une vraie expérience électromécanique. Les calibres R148 en 1962, puis R184. Ils connaissent l'électronique appliquée à la mesure du temps. Mais basculer toute une chaîne de production vers le quartz, c'est autre chose. Cela exige des investissements massifs. Cela rend obsolètes des machines, des savoir-faire, des années de développement industriel. C'est démolir pour reconstruire, pendant que les clients attendent et que les banques se surveillent. Sous Saint-Esprit, Lipp tente quand même le virage. En 1973, la maison sort sa première montre à quartz française. Mais les Japonais ont 4 ans d'avance. 4 ans de courbe d'apprentissage, de réduction des coûts, d'optimisation des chaînes. Seiko, Citizen, Orient inonde les marchés mondiaux avec des montres précises et bon marché. Lipp arrive sur un champ de bataille déjà perdu. Les fournisseurs se méfient, les banques resserrent les lignes de crédit, les coûts de restructuration s'accumulent. Le marché s'érode mois après mois, grignoté par le bas de gamme japonais et le milieu de gamme suisse repositionné. Le 17 avril 1973, Lipp dépose son bilan. Jacques Saint-Esprit démissionne le jour même. Il laisse derrière lui une usine de 1300 ouvriers, des machines qui tournent encore et une marque que la France entière connaît. Il laisse aussi une question sans réponse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Les ouvriers, eux, ont déjà commencé à réfléchir. Chapitre 6. On fabrique, on vend, on se paie, tout commence par une serrure forcée. Le 12 juin 1973, lors d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise, des ouvriers ouvrent un coffre-fort dans les bureaux de la direction. À l'intérieur, des documents confidentiels. Un plan de licenciement de 480 salariés sur 1300. Une stratégie de démantèlement de la division mécanique. La direction voulait garder l'horlogerie, supprimer le reste et ne rien dire jusqu'au dernier moment. La nouvelle se répand dans l'atelier en quelques minutes. La réaction est immédiate. 3 cadres sont retenus dans l'usine. La fameuse séquestration des cadres pour les empêcher de partir avec les documents ou de bloquer les accès. C'est illégal, c'est brutal, et c'est le signal que quelque chose vient de basculer. Ce n'est plus une négociation, c'est une occupation. Les ouvriers prennent le contrôle du stock. Environ 60 000 montres finies, prêtes à livrer. Ils décident de les vendre eux-mêmes. Avec l'argent, ils se paient. La formule sort spontanément, s'écrit sur les banderoles, se colle sur les murs de Palante. On fabrique, on vend, on se paie. 8 mots, une révolution. Charles Piaget prend la parole. Entré chez Lipp en 1946, président de la section C FDT depuis les années 1950, militant du PSU depuis 1960. Il a l'âge du métier et la voix qui porte. Il dit une phrase que les journalistes retiennent, « L'usine est là où sont les travailleurs. Pas dans les murs, pas dans les machines, dans les gens. » Les montres Lipp circulent dans toute la France. Marchés alternatifs, foires de solidarité, boutiques militantes, les clients font la queue. Pas seulement pour une montre, pour un geste. Acheter une Lipp en 1973, c'est prendre position. Le journal interne Lipp Unité sort 13 numéros consécutifs. L'usine Palante ouvre ses portes aux visiteurs. Des milliers de curieux viennent voir de leurs yeux ce qu'une autogestion ouvrière ressemble en vrai. Jackie Burst, ancien ouvrier, racontera plus tard les préparatifs défensifs. Des cocktails Molotov testés dans la forêt de Chailluse, une sorte de lance-roquette artisanal construit dans l'atelier de mécanique. On ne sait pas jusqu'où les choses auraient pu aller. Le 7 août, le Premier ministre Messmer envoie un médiateur, Henri Giraud. Les négociations n'aboutissent de pas. Dans la nuit du 14 août, à 2 h du matin, les CRS donnent l'assaut. L'usine est reprise. Le lendemain, 12 000 personnes se rassemblent spontanément dans les rues de Besançon. 2 jours plus tard, des affrontements éclatent autour de Palante. Mais les CRS ont pris les murs, pas le mouvement. Le maire de Besançon autorise les ouvriers à utiliser le gymnase Jean Zay. Trop petit pour une chaîne de production, mais des ateliers clandestins s'organisent un peu partout dans la ville. Les montres continuent de sortir, les ouvriers continuent de se payer. Fin août, 200 d'entre eux rejoignent le rassemblement du Larzac, la lutte contre l'extension d'un camp militaire en Aveyron. Lipp n'est plus seulement une affaire bisontine.
c'est un symbole national connecté à tous les fronts de résistance sociale de l'époque. Le 29 septembre 1973, 100 000 personnes défilent à Besançon. 100 000. Dans une ville de 200 000 habitants. La CFDT, la CGT, les partis de gauche, des délégations de Suisse, d'Allemagne, d'Italie, Jean-Paul Sartre soutient le mouvement publiquement. C'est la plus grande manifestation de rue de l'histoire de la ville. Et peut-être l'un des derniers grands moments où la France ouvrière croit encore que la résistance collective peut changer le cours des choses. Les négociations reprennent à l'automne. L'État trouve un repreneur, Claude Neuschwander, ancien numéro 2 de l'agence Publicis. Un consortium d'actionnaires se forme autour d'Antoine Riboud, PDG de BS Danone, proche de Mitterrand. Les accords de Dole sont signés fin 1973. En mars 1974, tous les ouvriers sont réembauchés. Pas un seul licenciement. Charles Piaget dira plus tard « Le succès d'un mouvement syndical, c'est quand on n'a plus besoin du leader ». En 1974, il se présente à l'élection présidentielle soutenue par le PSU et la Ligue communiste révolutionnaire. L'usine a tenu, pour l'instant. Chapitre 7. L'utopie à l'épreuve. Claude Neuschwander arrive à Besançon avec une idée et une promesse. L'idée qu'une usine peut fonctionner autrement, que les ouvriers peuvent participer aux décisions, que les comptes peuvent être ouverts, que l'écart entre le salaire le plus bas et le plus haut peut être réduit à quelque chose d'acceptable. L'autogestion, mot qui circule depuis mai 68, va être testé pour de vrai dans une vraie usine, avec de vraies commandes à honorer. La promesse, respecter l'esprit de ce que les travailleurs ont construit en 1973. Neuschwander n'est pas un horloger, c'est un homme de communication, ancien numéro 2 de Publicis, l'une des grandes agences de publicité française. Sa nomination est le résultat d'un équilibre politique fragile. Michel Rocard, Antoine Riboud, José Bidegain l'ont poussé en avant. Il arrive avec la bienveillance du milieu progressiste français et sans expérience industrielle directe. Ce n'est pas un défaut en soi. Mais ce n'est pas rien non plus. Le modèle se met en place. Les assemblées générales décident des orientations de production. Les informations financières y sont partagées avec les salariés. Une première dans l'industrie française de l'époque. Les grilles salariales sont resserrées. Ce qui se passe à Palante intéresse les chercheurs, les journalistes, les militants du monde entier. LIP devient un laboratoire vivant. En parallèle, Neuschwander tente de réinventer le produit. En 1974, il invite 7 designers industriels extérieurs à l'horlogerie. François de Bachmakoff, Michel Boyer, Jean Dinvan, Isabelle Hébé, Marc Held, Michel Keane et Roger Talon. Tous sont des noms établis du design français. L'idée est simple et radicale. Si LIP ne peut pas gagner sur la technique face aux Japonais, elle peut gagner sur la forme. Roger Talon, qui dessinera plus tard le TGV et le téléphérique de Grenoble, livre en 1975 la Mac 2000 chronographe. Boîtier asymétrique en acier, forme de 2001, 3 poussoirs colorés, jaune, rouge, bleu, rien dans cette montre ne ressemble à ce qui existait avant. Elle brise toutes les conventions esthétiques de l'horlogerie traditionnelle d'un seul coup. Aujourd'hui, la Mach 2000 est exposée dans des musées de design. Elle est toujours rééditée. Talon collaborera avec LIP sur plus de 24 modèles entre 1974 et 1996. Mais une belle montre ne suffit pas à payer les fournisseurs. Le problème est structurel. Les décisions collectives prennent du temps, des semaines de débat là où un directeur aurait tranché en 1 heure. Pendant ce temps, Seiko sort un nouveau modèle à quartz chaque trimestre. Les prix japonais baissent chaque année. Le marché n'attend pas les assemblées générales. Les banques, elles, ont déjà tranché. La réputation politique de LIP effraie les créanciers. Fournisseurs et établissements financiers réduisent les lignes de crédit, exigent des garanties, retardent les livraisons, pas par hostilité déclarée, par prudence calculée. Le résultat est le même. Une asphyxie lente, mois après mois, facture après facture. Et puis, il y a l'État. En mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing bat François Mitterrand à l'élection présidentielle. Le gouvernement change, l'atmosphère change. Les engagements pris dans les accords de Dole ne sont pas tous honorés. Les soutiens politiques de Neuschwander perdent de leur influence à Paris. L'usine, qui était un symbole gênant sous Mesmer, devient un problème embarrassant sous Giscard, qu'on laisse mourir discrètement. Neuschwander dira plus tard, citant le ministre de l'Industrie Jean Charbonnel, « Ils ont assassiné LIP. En février 1976, il démissionne. Les deux camps l'accablent simultanément. Michel Rocard est direct. Neuschwander a remis LIP en faillite, un point c'est tout. Neuschwander répond que sans le sabotage gouvernemental, l'expérience aurait pu tenir. Qui a raison ? Probablement les deux, probablement ni l'un ni l'autre. En avril 1976, la compagnie européenne d'horlogerie, non officielle de LIP sous Neuschwander, dépose le bilan. L'utopie a duré 2 ans.
Elle a produit des montres magnifiques, et elle n'a pas suffi. Chapitre 8. L'agonie. Le 5 mai 1976, les ouvriers reprennent l'usine. Pas pour la première fois, pour la deuxième. Les grilles de Palante s'ouvrent à nouveau sous la pression des travailleurs, les machines redémarrent. Libération titre le lendemain, LIP, c'est reparti. Le même slogan, les mêmes gestes, la même détermination, en apparence. Mais quelque chose a changé. En 1973, il y avait de la colère fraîche, de la surprise, une énergie que personne n'avait anticipée. En 1976, il y a de l'épuisement. 3 ans de combat, 2 directions successives, une faillite, des promesses non tenues. Les mêmes hommes et les mêmes femmes remettent leur bleu de travail et reprennent leur poste. Mais le mouvement porte désormais le poids de sa propre histoire. Le 26 juillet, le stock de montres est séquestré une deuxième fois. La tactique est identique. Produire, vendre, se payer. En mai 1977, le slogan résonne encore dans les ateliers. On fabrique, on vend, on se paie, mais les voix sont moins nombreuses, les rangs moins serrés. Les sympathisants de 1973 ont pour certains tourné la page. La France politique a changé de gouvernement. L'air du temps n'est plus le même. Aucun repreneur ne se présente. Le 12 septembre 1977, le tribunal prononce la liquidation totale de LIP. 110 ans après qu'Emmanuel Lippmann avait ouvert son atelier aux 70 Grandes Rues, la maison cesse légalement d'exister en tant qu'entreprise horlogère. Pas de rachat, pas de continuité, une liquidation sèche, sans cérémonie. Les ouvriers refusent de partir. Le 28 novembre 1977, une assemblée générale extraordinaire vote la transformation de l'usine en 6 SOP. Société coopérative et participative. L'ensemble prend le nom de Les Industries de Palante, abrégé LIP, 6 coopératives autonomes, horlogerie, mécanique de précision et d'autres activités issues des anciens ateliers, chaque coopérative gérée par ses propres membres. Chaque décision prise collectivement. C'est une victoire et c'est aussi le début de la fin. Les SCOP sont officiellement légalisés en juin 1980. Ce même mois ou cette même année, les sources divergent légèrement, Fred Lipp s'éteint. Il avait 91 ans. Il avait fondé sa première chaîne d'assemblage en 1931. Il avait offert une montre à De Gaulle en 1958. Il avait été évincé de sa propre entreprise en 1971. Et il avait vécu assez longtemps pour voir son nom transformé en symbole d'une lutte sociale qu'il n'avait pas choisie. Une précision s'impose ici. Certaines sources placent la mort de Fred Lipp en 1980. D'autres, plus nombreuses et mieux documentées, indique 1996. Si cette seconde date est exacte, Fred Lipp a vécu jusqu'à 91 ans. Assez pour voir les SCOP fermés une par une, assez pour voir le nom LIP racheté et revendu comme une marque patrimoniale. Son héritage technologique, la R27, les chaînes semi-automatiques, le calibre R25, a été écrasé sous le poids de la mémoire politique de 1973. L'ingénieur a disparu derrière le symbole. Les coopératives les tiennent quelques années. Puis le marché fait son travail, pas de coup de théâtre, pas d'assaut des CRS, juste l'arithmétique, les commandes qui diminuent, les charges qui restent, les banques qui ne suivent nager plus. Une escope ferme, puis une autre encore. Tout au long des années 1980, les lumières s'éteignent progressivement dans les ateliers de Palante. La dernière à résister est l'IP Précision. Mécanique de précision plus d'horlogerie. Elles survivent sous forme coopérative jusqu'au début des années 1990, puis est privatisée et rebaptisée l'IP Industrie. Elle existe encore aujourd'hui. Elle fabrique des pièces mécaniques de haute précision, pas une seule montre. Ce que cette histoire a laissé dans le droit français est moins visible, mais plus durable. Les combats de 1973 et 1976 ont contribué directement à 2 évolutions législatives majeures, le relèvement des indemnités chômage à 90% du salaire et la priorité légale accordée à la protection des salaires ouvriers en cas de faillite d'entreprise. Des règles qui existent encore dans le Code du travail français. Des règles que la plupart des gens appliquent sans savoir d'où elles viennent. Palante est toujours debout. Les ateliers sont loués à des dizaines d'entreprises différentes. Dans un coin, LIP Industrie taille du métal. Personne ne fait plus de montres. Chapitre 9. Le nom qui reste les murs de Palante sont toujours debout. 24 000 mètres carrés inaugurés en 1962 par le ministre de l'Industrie, construits pour durer un siècle, conçus pour produire 1 million de montres par an. Aujourd'hui, aucune montre n'y est fabriquée. Les couloirs qui résonnaient du bruit des chaînes d'assemblage accueillent des bureaux, des ateliers de sous-traitance, des petites entreprises qui louent des mètres carrés à la semaine. La décrépitude n'est pas venue d'un seul coup.
À la fin des années 1970, les contentieux juridiques sur la propriété du site et la répartition des actifs ont paralysé toute décision. Ni réhabilitation, ni démolition, juste l'attente pendant que les fenêtres se fissuraient et que la végétation grignotait les façades. Des années entières où Palante ressemblait à ce qu'elle était devenue. Une question sans réponse, puis progressivement, la vie est revenue, mais une autre vie. Florent Thautier rachète l'IP Précision au tribunal de commerce alors que la dernière Escope agonise. Il modernise, restructure, rebaptise en l'IP Industrie. L'entreprise tourne aujourd'hui, elle fabrique des pièces de mécanique de haute précision pour des clients industriels. Pas une montre, pas un calibre, du métal usiné avec soin dans les mêmes bâtiments où des centaines d'ouvriers assemblaient autrefois des mouvements à un dixième de millième de millimètre. C'est une continuité, et c'est aussi une rupture totale. Au centre de Besançon, dans le palais Granvelle, édifice du XVIe siècle, ancienne demeure du chancelier de Charles Quint, le musée du temps consacre une section entière à l'histoire de l'IP et à l'horlogerie franc-comtoise. Montres de collection, calibres originaux, plans techniques, documents d'archives. Les visiteurs peuvent y voir de leurs yeux la R27 électronique, la Nautique Ski, la Mac 2000. Tenir le temps entre leurs mains en quelque sorte. Le musée LIP existe en parallèle comme projet de mémoire et de documentation technique. Préservation des calibres, des photographies d'ateliers, des textes originaux. Son site, musée-lip.fr, est devenu une référence académique sérieuse pour les chercheurs qui travaillent sur l'histoire industrielle de Besançon. En 2007, le documentariste Christian Rouault commence à filmer les survivants. Les LIP, l'imagination au pouvoir, sort en 2010. Entretien direct avec les ouvriers qui ont vécu 1973 de l'intérieur, leur voix, leur visage, leurs mots exacts. Le film devient le document de référence sur l'affaire LIP. Une archive vivante, irremplaçable, parce que les témoins disparaissent. Charles Piaget meurt le 5 novembre 2023. Il avait 95 ans. Entré chez LIP en 1946, visage du mouvement de 1973, candidat à la présidentielle de 1974, il s'éteint exactement 50 ans après la grande manifestation du 29 septembre. Comme si le calendrier avait voulu marquer quelque chose. Le nom LIP, lui, a survécu autrement. La marque l'a été vendue, rachetée, revendue plusieurs fois depuis la liquidation de 1977. Elle appartient aujourd'hui à la Société des montres byzantines, SMB. Un groupe français qui commercialise des montres entre 150 et 1500 euros, positionnées sur le créneau du patrimoine français. Les boîtiers sont soignés. Les designs reprennent les codes historiques. La Mach 2000 est rééditée régulièrement. Mais une question mérite d'être posée honnêtement. Le site officiel de LIP mentionne « fabriqué à Besançon » et « assemblé en France ». Ces deux formulations ne signifient pas la même chose. Certains modèles sont effectivement assemblés à Besançon, mais les mouvements, les composants électroniques, les éléments de base viennent de l'extérieur, souvent de Suisse ou d'Asie. Ce n'est pas une fraude. C'est la réalité de l'horlogerie française contemporaine. Et LIP n'est pas un cas isolé. Mais entre fabriqué et assemblé, il y a exactement la distance entre ce que LIP était et ce que LIP est devenu. À l'international, l'affaire de 1973 continue de circuler. Les chercheurs en économie sociale, en autogestion, en mouvement ouvrier la citent régulièrement. Quand les ouvriers argentins reprennent leurs usines en 2001, les Fabricas Recuperada, les journalistes pensent à LIP. Quand la coopérative grecque Vieux Point de Mai occupe sa fabrique de produits déménagers en 2012, les militants pensent à LIP. L'ouvrage de Donald Reed, Opening the Gates, de LIP Affaires 1968 à 1981, publié chez Verso en 2018, reste à ce jour la référence académique la plus complète en langue anglaise sur le sujet. Une usine byzantine, une lutte de quelques mois, un écho qui dure 50 ans. Le nom résiste, même quand il ne reste plus grand-chose derrière lui. Chapitre 10, ce que LIP nous apprend. On pourrait raconter LIP comme une histoire de défaite. Une famille qui construit pendant 100 ans, un homme qui invente la première montre électrique d'Europe, une usine inaugurée par un ministre, saluée par un général, admirée dans le monde entier, et puis la fissure, la chute, la liquidation, les murs loués à la découpe, mais ce serait passé à côté de l'essentiel. LIP n'est pas une histoire de défaite. C'est une histoire de forces réelles qui se heurtent à des limites réelles. Et chacune de ces collisions porte une leçon que ni les manuels de gestion, ni les livres d'histoire sociale ne formulent complètement. La première leçon s'appelle « Le piège du pionnier ». LIP développe l'électronique appliquée à la mesure du temps dès la fin des années 1940. La R27 sort en 1958. Première montre électrique d'Europe, deuxième au monde. Fred LIP ne fait pas que suivre une tendance, il la précède.
Mais quand le quartz arrive, LIP est paralysé. Pas par ignorance, par investissement. Des chaînes entières, des brevets, des compétences humaines, tout est calibré pour l'électromécanique. Basculer vers le quartz, c'est rendre obsolète ce qu'on vient de construire. Clayton Christensen a théorisé ce mécanisme sous le nom d'Innovator's Dilemma. Les leaders technologiques sont souvent les moins bien placés pour adopter la rupture suivante, précisément parce qu'ils ont trop investi dans la précédente. LIP en est un exemple presque clinique. Être en avance ne protège pas. Parfois, ça enferme. La deuxième leçon concerne le pouvoir, pas les chiffres. 33%, puis 43%, deux pourcentages qui ressemblent à de la comptabilité et qui sont en réalité une trajectoire de prise de contrôle. Quand Fred LIP cède une part minoritaire à Eboché SA en 1967, il cherche des capitaux, pas un associé dominant. Mais la dilution des parts ne suit pas une logique financière. Elle suit une logique de pouvoir. À 43%, Eboché SA contrôle le conseil d'administration. Fred LIP est démis à la porte de sa propre maison. Ce mécanisme se répète aujourd'hui dans des centaines d'entreprises familiales ou indépendantes qui cherchent des financements extérieurs. L'argent entre, l'autonomie sort, pas d'un coup, progressivement, proprement, légalement. La leçon de LIP n'est pas ne jamais lever des fonds. C'est comprendre que chaque point de pourcentage cédé est un fragment de décision qu'on ne prendra plus seul. La troisième leçon est la plus difficile à entendre pour ceux qui parlent aujourd'hui de réindustrialisation. Quand LIP ferme, ce n'est pas qu'une usine qui s'arrête. C'est un écosystème entier qui s'effondre. Fournisseurs de composants, écoles d'horlogerie, réseaux d'ingénieurs, culture du geste précis transmise de génération en génération. On peut racheter un nom, on peut racheter des murs. On ne rachète pas un écosystème industriel. C'est pourquoi la marque LIP existe encore et ne fabrique plus vraiment. Le nom a survécu. Le savoir-faire, non. Et quand la France débat aujourd'hui de réindustrialisation, reconstruire des usines, recréer des emplois industriels, après des décennies de délocalisation, LIP pose une question que les discours politiques évitent soigneusement. Peut-on reconstruire une industrie quand les hommes qui la portaient en sont partis, quand les fournisseurs ont disparu, quand la transmission s'est interrompue? La réponse n'est pas non, mais elle n'est pas oui non plus. Elle est, ça prend une génération, pas un plan de relance. La quatrième leçon réconcilie 1973 avec ses propres limites. Ce que les ouvriers de LIP ont démontré en 1973 est réel et précieux. Une usine peut être gérée par ceux qui y travaillent. Les comptes peuvent être ouverts, les décisions peuvent être collectives, des montres peuvent être produites, vendues et les salaires payés sans actionnaire ni directeur général. Mais l'autogestion est une forme d'organisation, ce n'est pas une stratégie économique. Elle ne résout pas le problème du capital d'investissement nécessaire pour basculer vers le quartz. Elle ne répare pas les relations abîmées avec les banques et les fournisseurs. Elle ne change pas un gouvernement hostile. 1973 prouve que les travailleurs peuvent tenir une usine. Ils ne prouvent pas qu'ils peuvent tenir un marché. La cinquième leçon est peut-être la plus injuste. LIP est entré dans la mémoire collective française par la grève. 100 000 manifestants, Charles Piaget, on fabrique, on vend, on se paie. C'est ce que tout le monde connaît. Personne ne parle de la R27. Personne ne parle des chaînes semi-automatiques de 1931. Personne ne parle du service de métrologie, du calibre R25, de la nautique ski aux Jeux Olympiques de Grenoble. Fred LIP a passé 40 ans à construire l'une des industries de précision les plus avancées d'Europe. Il a été évincé en 1971. Et l'histoire a retenu le nom LIP pour toute autre chose que ce qu'il avait voulu construire. C'est une forme de trahison de la mémoire, pas intentionnelle mais réelle. Les leçons industrielles de LIP sont au moins aussi importantes que ses leçons sociales. On a choisi d'en retenir une moitié. Palante est toujours là. Les murs que Fred LIP a inaugurés en 1962 accueillent aujourd'hui des dizaines d'entreprises sans lien entre elles. Dans un angle du site, LIP Industrie, usine du métal de précision. Aucun cadran, aucun balancier, aucune aiguille. Mais chaque fois que quelqu'un, quelque part, débat d'autogestion, de désindustrialisation, de droit des travailleurs face à la faillite, le nom LIP revient comme une référence, comme un miroir, comme une question posée en 1973 qui n'a pas encore trouvé sa réponse définitive. Les arbres qu'on plante ne sont jamais pour soi. Les questions qu'on pose non plus.